savez, les sionistes, voilà comment ils travaillent. Il faut leur rendre hommage, hein. Moi, j'estime qu'ils font, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, ils tapent. Vous savez, comme le clou, là. Vous tapez, vous tapez, vous tapez, vous tapez 1 million de fois. Eh bien, il finit par obtenir des résultats. Israël réclame 150 milliards à tous les pays arabes. Mais ça fait rien, ça paraît absurde. Mais vous savez, à un moment donné, ça va payer. C'est moi qui vous le dis. Hein. Vous savez, c'est pourquoi? Parce qu'il les harcèle dans les instances internationales. Parce qu'il les harcèle dans les instances internationales. Ils ont de la suite dans les idées, voilà. Et donc, imaginez si l'ONU, un jour ou l'autre, enfin, peut-être après ce qui s'est passé à Gaza, ça m'étonnerait qu'il y ait une majorité, mais on ne sait jamais, voilà. Avec le lobby, avec les pressions, etc. En tout cas, Trump vient de leur donner un coup de main et vient de dire qu'il faut effectivement établir une journée des réfugiés, une journée célébrant, et il l'a dit quelques jours avant le 30 novembre. Donc j'imagine que le 30 novembre, il est célébré encore une fois depuis des années par Israël, la communauté juive, mais il n'a pas encore le retentissement international qui est réservé, par exemple, à la journée de la Shoah ou à d'autres journées, enfin, je ne sais pas, voilà. Mais ils sont patients, les sionistes sont patients, ils sont têtus, et ils vont chaque année jusqu'à ce que l'ONU accepte, ou en tout cas, peut-être pas l'ONU au début, mais l'Union européenne, etc. Donc, faire entrer dans l'idée, c'est ça qui est important, faire entrer dans l'idée que les Juifs des pays arabes sont partis, ont été dépossédés de leurs biens et ont été forcés à partir. Voilà. C'est ça l'idée que la propagande sioniste veut implanter dans les médias, dans la tête des gens. Et comme on sait qu'ils ont de l'influence dans les médias en Europe et en Occident, qu'ils influencent les classes politiques, les gouvernements, ils vont y arriver, qu'il y ait un parlement juif à Bruxelles, etc. Petit à petit, ils vont y arriver, voilà. Mais ils sont patients. Parlant de normalisation, pourquoi le Maroc ne respecte pas les décisions des institutions internationales? Lesquels? Eh ben, par exemple, concernant le Sahara, oui. C'est pas son intérêt. Écoutez, franchement, Comment peut-il passer au-dessus du droit comme ça aussi facilement? Comment peut-il passer aussi facilement au-dessus du droit? mais parce que le monde est basé, enfin, les relations internationales, depuis 1945, tout ce qui s'est passé au niveau international a été quasiment basé sur le rapport de force. Voilà. Bon. Enfin, je ne vais pas multiplier les exemples. J'ai cité tout à l'heure la Palestine. Bon. Moi, je peux vous faire 1 heure ou deux de résolution. Et alors? Le territoire marocain, ou qui était plus ou moins sous influence du roi, de la monarchie, des monarchies marocaines, n'était pas un État, enfin,
au sens moderne du terme, avec des frontières bien définies, etc. Ce qui fait que en 1912, l'appétit des grandes puissances a ouvert le Maroc à la colonisation de l'Espagne et de la France, qui sont partagés tout ce territoire, depuis Tanger jusqu'à la Mauritanie. Lorsqu'il y a eu la décolonisation en 1955, le Maroc aurait pu récupérer tous ces territoires, donc jusqu'au Sahara. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'en 1955, la monarchie marocaine était soucieuse de conserver son pouvoir absolu. Et donc, elle ne faisait pas confiance à ces groupes armés qui auraient pu libérer le Sahara, Ifni, etc. Et donc, elle s'est alliée aux anciens colonisateurs pour réprimer les mouvements de libération. Donc, elle a renoncé à récupérer à ces territoires historiques. Ce qui fait que quand elle a voulu elle a récupéré Ifni en 1969 sans problème, mais lorsqu'est arrivée la question du Sahara occidental en 1975, il y avait déjà un mouvement de libération, il y avait déjà une identité sahraoui, il y avait déjà une rivalité maroco-algérienne, et donc le problème a pris des proportions, d'autres proportions qu'un conflit de décolonisation simple. Voilà en gros voilà. J'ai posé un peu le sujet. Le Maroc n'était pas un État au sens moderne du terme, c'est-à-dire il y avait une monarchie et des tas de tribus. Et l'influence monarchique de Rabat s'est allée plus ou moins en fonction de la fidélité des tribus, de la révolte des tribus, des guerres, des échanges, des butins. Enfin, donc, en fait, c'était des territoires non définis et donc où l'influence, disons une certaine influence monarchique marocaine, s'exerçait. Ce n'était pas un territoire qui n'était pas sans lien avec le Maroc. Voilà. Et moi, c'est ce que je prétends. Les relations internationales, malheureusement, ne sont pas fondées sur le droit. C'est-à-dire,
on a rarement, comment dire, réglé un problème territorial ou colonial, etc., par l'application du droit. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes devant, à partir de 1975, nous sommes devant une autre situation. Voilà. Et cette situation s'est fait accomplir. Comme la Palestine, par exemple, elle a eu énormément de résolutions depuis 1948. Et puis, eh ben voilà, elles sont restées lettres mortes. Donc, en fait, au-delà, il y a cet aspect historique, mais on peut peut-être avancer sur la situation. Pourquoi c'est même en Afrique du Nord, entre le Maroc sur ce terrain a abouti à une impasse. Pourquoi? J'ai cité tout à l'heure la Palestine. La Palestine, on a des résolutions du Conseil de sécurité, de l'ONU, toutes sortes d'accords, solution à 2 États, machin. Moi, j'ai pas les documents, mais je peux vous faire une demi-heure de résolution. Je m'en abstiens. Ok. Ça, c'est la théorie. Voilà. C'est-à-dire que la Palestine doit être indépendante, tout le monde le dit, mais ça s'est pas fait. Voilà. Donc, le problème du Sahara, ok, je reconnais qu'il y a le dossier Polisario, il est béton. Sauf que, il faut, comment dire, il faut voir la réalité aujourd'hui. Voilà. On n'est pas, c'est pas, comment dire, les problèmes de géopolitique ne sont pas réglés par la CIJ ni par le droit. Il se trouve qu'il y a, moi je donne une interprétation géopolitique de l'affaire. Voilà. Il se trouve que le Sahara est un enjeu stratégique entre 2 pays, l'Algérie et le Maroc, 2 puissances à peu près d'égale importance, qui se détestent, qui se sont fait la guerre, qui n'ont jamais réussi à s'entendre après l'indépendance de l'Algérie. Ils ont même fait une guerre en 1963. Et donc, c'est un point de de fixation, de combat
parce que pour l'Algérie, certes, elle a le beau rôle aujourd'hui parce qu'elle dit le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. C'est très bien. Mais personnellement, je pense que derrière ce principe, c'est très bien d'avoir le droit international pour soi. Mais il se trouve que derrière ce principe, il y a aussi le fait que l'Algérie ne pourrait jamais laisser un avantage à son voisin, à un voisin qu'elle déteste. Voilà. Et le Maroc, pareil. Donc, c'est-à-dire, ce que je voudrais dire, c'est que le Sahara, de gré ou de force, est devenu un enjeu international qui implique les grandes puissances aujourd'hui. C'est-à-dire que Trump est intervenu, l'Europe, la France est intervenue, l'Espagne, etc. Donc, pourquoi? Parce que le Sahara est devenu, c'est-à-dire il y a les deux camps. Le camp occidental qui défend le Maroc et donc il défend la position marocaine et d'ailleurs le Conseil de sécurité a pris une résolution il y a un mois ou deux qui montre le rapport de force, c'est-à-dire le rapport de force géopolitique qui a basculé. C'est vrai que pendant 20-30 ans, toutes les résolutions étaient pour le Polisario, les référendums, etc. Et aujourd'hui, le Conseil de sécurité a pris une résolution qui reconnaît que la solution marocaine donnant une autonomie aux Sahraouis leur paraît la plus, comment dire, la plus pratique possible. Voilà. Encore une fois, il faut que ce soit clair. Moi, je ne discute pas du droit. Le droit, il est clair. Le Polisario est un mouvement de libération qui doit réclamer son État comme les Palestiniens ont droit à leur État. Très bien. Ça, c'est le principe. Mais la réalité, dans le monde, elle est différente. Voilà. La réalité, c'est les rapports de force. Et aujourd'hui, le rapport de force, pour des raisons qu'on pourrait éventuellement expliquer, il a tourné en faveur de l'Occident. Voilà. Le monde est basé, enfin, les relations internationales, depuis 1945, tout ce qui s'est passé au niveau international
a été quasiment basé sur le rapport de force. Voilà. Bon. Enfin, je ne vais pas multiplier les exemples. J'ai cité tout à l'heure la Palestine. Bon, moi je peux vous faire 1 heure ou deux de résolution. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Voilà. Et pourtant, la Palestine, il y a un plus grand consensus international en faveur de la Palestine que le Sahara occidental. Et pourtant, vous connaissez la situation. Donc, pourquoi? Parce que il faut savoir une chose. Le Conseil de sécurité n'est pas un organe juridique, c'est un organe politique. D'accord? C'est pas les affaires internationales n'ont pas été confiées à la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, elle juge lorsque les parties veulent bien être jugées par elle et lorsqu'elles acceptent que l'arrêt leur soit, comment dire, imposé. Donc, en fait, un État n'est pas obligé d'aller devant la CIJ. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le Conseil de sécurité, enfin, je veux dire, c'est élémentaire. Bien sûr, il y a une charte avec les principes de droit, etc. Mais les pays, ils couvrent leurs exactions, leurs revendications, leurs occupations, etc., par des principes de droit, mais qui sont complètement vidés de leur sens. Donc, en fait, on a construit une ONU, une organisation des Nations Unies, où le Conseil de sécurité décide. Mais comme il y a le droit de veto, le rapport de force, etc., ben en fait, ce n'est pas le droit, ce n'est pas le droit qui compte. Je vous rappelle même qu'une décision de l'ONU, celle de la 242 de 1969, donc une décision du Conseil de sécurité, une résolution qui demande aux Israéliens d'abord de quitter les territoires occupés militairement. Voilà. Eh bien, ça veut dire qu'on peut prendre une telle décision en 1969, mais qui n'est jamais appliquée. Donc, moi, ce que j'aurais voulu parler le Sahara, c'est que, bien sûr, il y a
tous les beaux principes de l'Union africaine, de l'ONU, etc. Ok, d'accord, mais on peut écrire des livres là-dessus. Voilà, si des gens veulent écrire des livres, qu'ils lisent des livres. Moi, ce que j'aurais voulu dire, c'est que replacer l'histoire du Sahara dans un contexte géopolitique. Pourquoi peut-être deux peuples qui ont tout pour s'entendre n'arrivent pas à le faire? Pourquoi il y a cette hostilité? Je refuse de dire que l'Algérie, c'est tout bien, ils sont oui, non, non. Non, je regrette. Chaque pays, vous savez, la raison d'État, vous savez ce que c'est la raison d'État? Ça veut dire de faire les choses qui sont contraires au droit, contraires à la morale, etc. Autant l'Algérie que le Maroc, que tous les pays, lorsqu'ils sont confrontés à des intérêts fondamentaux, même la France a commis des assassinats, l'Algérie a commis des assassinats, le Maroc a commis des assassinats d'opposants, etc. Donc il faut pas non plus idéaliser un pays par rapport à un autre. Ce sont deux voisins qui ont chacun leur responsabilité et malheureusement au détriment d'abord de leurs intérêts propres et de leur peuple. Alors, justement, je vais poser la question à Jacob. Si ce n'est pas le roi du Maroc qui dirige, qui gouverne, qui dirige? Je vais éviter de dire qui parce que je m'entre en prison. Écoutez, dans tout État, dans tout pays, il y a un État profond. Bon, voilà, il faut pas s'illusionner. Le roi n'est pas, même Hassan II qui était tout puissant, il devait tenir compte de certains intérêts internationaux. Il avait des relations avec les États-Unis, la France, etc. Il y a les militaires, par exemple, qui ont essayé de le renverser à 2 reprises. Donc, il les a choyés. Donc, il y a tout un... Aujourd'hui, le roi du Maroc, on ne peut pas dire qu'il est tout puissant, c'est pas Louis XIV. Il fait pas ce qu'il veut. Bien sûr, il a un conseiller spécial qui s'appelle Azoulay et qui est un juif marocain qui est probablement un Sayan, c'est-à-dire placé là par le Mossad pour diriger la politique marocaine dans un certain sens. C'est évident. Donc, il y a les capitaux, c'est un pays capitaliste,
Mais aussi, mais on peut dire sans vouloir m'immiscer, l'Algérie, c'est aussi les militaires, les anciens FLN, etc., qui ont qui s'accaparent d'une bonne part de la richesse et du pouvoir. Il y a une chose que je refuserai toujours d'admettre, c'est qu'un État, quel que soit l'État, et là je vise l'Algérie, que cet État soit mu uniquement, hein, d'accord, par son soutien au droit international, la décolonisation, etc. Voilà. Je pense que, je suis convaincu que tout État, parce que chaque État s'intéresse à sa puissance, à son influence, à ses richesses, à son développement, et malheureusement, quand un État, tout État pense comme ça, donc malgré tous les beaux principes dont ils s'entourent. Voilà. Et on peut faire l'histoire de tous les États depuis 1945 et même avant, parce qu'un État, tout État, c'est pour ça qu'on dit la raison d'État. Tout État a une constitution, a des intérêts qui dépassent l'entendement, la raison. Donc, en fait, c'est ça le problème. Voilà. Le fond du problème est là. Et si on voit c'est pas seulement depuis 1945, le monde a toujours fonctionné comme ça. On n'a jamais, vous savez, après la Première Guerre mondiale, on s'était dit, c'est la dernière, quelle horreur, mais c'est pas possible, mais comment on a pu se laisser aller à ça, enfin c'est une guerre civile. Et puis ils ont recommencé. Donc, c'est ça, moi, ce que j'aurais voulu mettre le doigt sur ce point, c'est que malheureusement, et les petits peuples payent le prix. C'est-à-dire que nous sommes dans une jungle qu'on essaye comment dire, d'arranger avec un droit, mais qui n'est jamais, qui est appliqué lorsque ça arrange certains, mais qu'en général, on bafoue. Voilà. La monarchie marocaine a privilégié la pérennité de son pouvoir absolu
à la prise, à la récupération des territoires colonisés par l'Espagne, qui restaient colonisés par l'Espagne. Je m'explique. En 1955, si le roi du Maroc, Mohamed V, qui revenait il était exilé. Enfin, bon, il a été forcé à l'exil. Il est revenu. Il y avait des groupes de milliers d'hommes qui étaient partout, qui voulaient libérer tous les territoires, même le Sahara. Je tiens ça, j'ai des amis qui vivent dans le sud-est du Maroc, qui m'ont raconté, etc. Mais ces groupes révolutionnaires ne voulaient pas d'une monarchie absolue, ils voulaient une république. Et donc, la monarchie marocaine, au lieu de récupérer, vous savez, si en 1955, ces groupes révolutionnaires avaient repris tous les territoires espagnols, donc y compris le Sahara occidental, je crois que personne n'aurait rien dit à l'époque. Voilà. Parce que l'époque était à la décolonisation, etc. Bon. La monarchie marocaine s'est même alliée avec les anciens colonisateurs, c'est-à-dire l'Espagne et la France, pour briser les révoltes populaires dans le Rif en 1958. C'est-à-dire l'armée marocaine s'est alliée à l'ex-colonisateur pour briser les mouvements révolutionnaires. Donc en fait, ce que je dis, c'est que la monarchie marocaine, elle a préféré sacrifier la récupération du territoire pour conserver le pouvoir, même en s'alliant aux colonisateurs. Évidemment, après, tout pays, vous savez, il faut pas s'illusionner, tout pays, bien sûr, le Maroc a la nostalgie, peut avoir la nostalgie d'une certaine influence, d'une certaine grandeur, etc. Je ne défends pas. J'essaye de raisonner en termes de géopolitique. Voilà. Et donc, et puis aussi un désir de puissance. Voilà. Et qu'on ne me fasse pas dire que les États, vous savez, prenez par exemple des petits pays comme la Belgique et le Danemark. Sont de tout petits pays sympathiques, mais si sympathiques, si gentils. Je n'aurais pas de mal à une mouche
savez ce que la Belgique a fait au Congo et le Danemark qui a colonisé l'Islande, etc. Il faut voir ce qu'ils ont fait. Donc, c'est ce que, voilà, je regrette d'insister sur ce point, c'est qu'une logique d'État, le Maroc a une logique d'État, voilà, c'est un fait, un État, il veut, le Maroc a voulu à un moment donné, lorsque l'occasion historique lui a été donnée, de retrouver son aura, son influence, etc. Voilà. Et il l'a fait. Voilà. Bon, après, bien sûr, et il a réussi, enfin, et j'aimerais dire que il a réussi un tour de force, c'est-à-dire que pendant 30 ans, toute la communauté internationale était pour le Polisario, etc. Bon, certes, il a vendu sa souveraineté au sionisme, etc. Bon, il a payé le prix qu'il a voulu payer, mais il est mu par cette ambition, peut-être aussi qu'on lui a soufflé à l'oreille vous savez, de prendre certains territoires pour peut-être mettre l'Algérie en mauvaise posture, etc. Voilà, en fait, voilà ce que je voulais dire.